J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui quelques réflexions sur le thème qui s'intitule « Être musulman au Canada », que je soutiens par deux sous-questions. Une première, c'est regard rétrospectif. Là, donc, je vais vous inviter vers un regard en arrière. Et puis, le deuxième sous-titre, il s'agit de période de questions. Étant donné la pertinence de la question, je pense qu'on doit lui accorder toute l'importance qu'elle se doit, étant la clé de voûte pour commencer un processus d'amélioration de notre situation ici au Canada. Donc, si on recule en arrière, exactement vers entre le mois de février et le mois de mars, voilà déjà un an depuis les débats houleux sur la charte des valeurs. La question est la suivante: quels sont les enseignements à tirer? Bien entendu, vous avez tous été témoins de ce que ce débat a suscité comme réaction, comme effet sur l'opinion publique et comme effet sur le processus, sur le débat électoral l'année passée. Alors, ce qu'on garde de positif, je préfère toujours commencer par les aspects positifs, ce qu'on garde de positif de cette démarche ou de cette expérience est la mobilisation exemplaire qu'on doit saluer, que la communauté a manifestée. Il est bien entendu, on doit se rendre à l'évidence que ce n'est pas le nombre qui a fait la différence lors de ces dernières élections provinciales, mais la mobilisation de la communauté était là, a fait quand même la différence, elle a agi là où il y avait de possibles ballottages. Les résultats étaient positifs, donc qui sont soldés par l'arrêt de la charte et de ses supporters. Cependant, maintenant, revenons aux aspects pertinents. Il se trouve que même si la charte n'est pas passée, même si le PQ, supporter de la charte, n'a pas été réélu, il se trouve que les vrais problèmes, les vrais enjeux sont toujours là. Ils nous suivent. Donc on n'a rien gagné par ce premier pas, cette première mobilisation. Ça n'a été que, je dirais, comme intervention ponctuelle à un moment donné. Le constat de la façon comment la communauté réagit révèle que la réaction est toujours, que notre intervention, que notre démarche, elle est toujours réactive, par opposition à une démarche proactive. Par conséquent, je vous laisse savoir et observer tous les effets négatifs d'une telle démarche. On laisse toujours venir les choses pour tout simplement réagir en pompier. Est-ce que cela donne quelque chose? Je ne pense pas. Faisons le tour et posons la question sur la question du bilan. Quels ont été depuis cette année, depuis cet acte ponctuel de mobilisation à un moment de l'année, ça veut dire le jour des élections et des jours qui l'ont précédé, quelles étaient nos actions durant cette année? Si je fais le bilan, aucune action n'a suivi le geste électoral jusqu'à ce que, au mois d'octobre, un malheureux octobre, tous ces agissements et tous ces événements tragiques qui ont secoué le Canada nous remettent une fois de plus sur la sellette des accusés. Et là, on se remet encore dans un processus de défense et de réaction.
Et je continue à dire que, même à date, on n'arrive pas à rompre avec cette logique réactive. Par conséquent, on ne peut pas prévoir la tendance du futur, on ne peut pas la guider, on ne peut pas guider ni encadrer d'une façon prospective notre avenir et notre destin. On va continuer toujours à être à la solde et à la merci de tous les événements. On va continuer à réagir en fonction des agendas politiques et des événements de tous les jours. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Quelques faits à analyser. Si on se fie un certain nombre à une série successive de sondages et leur tendance, on va arriver à la conclusion suivante. En mars, comme maintenant, il y a un an de ça, en 2014, il y avait au Québec 51% de la population qui était favorable à la charte des valeurs. En mars 2015, un an plus tard, il y a 57% de la population et de l'opinion publique qui est favorable à la charte. Ce qui, par conséquent, explique la pertinence de la démarche de M. Drainville, promoteur de la charte, pour revenir avec la même charte comme cheval de bataille. Et inutile de vous rappeler que pour un politicien, le calcul, il est là. Il calcule ses coûts, il sait que c'est une bataille porteuse. Et il a raison, les chiffres lui donnent raison. Le taux des gens favorables à la charte a monté de 51 et quelques % en mars 2014 à 57% en mars 2015. C'est le dernier sondage CROP La Presse. Somme. Si je prends d'autres indices également chiffrés, je prends l'indice en mars 2014, 57% de la population au Québec avait une opinion, a déclaré avoir une opinion négative des musulmans. Actuellement, également, nous avons 59% de la population qui a déclaré avoir des craintes quant à des actes et des menaces terroristes. À travers le Canada, ce chiffre monte à 64%. Et inutile également de vous dire que par association, ce qui est dit à propos du terrorisme est associé automatiquement à l'islam et aux musulmans. Donc, les 59% qui craignent une menace terroriste au Québec, les 64% qui craignent une menace terroriste au Canada, ça va de pair. Ils craignent également cette menace de la part des musulmans et de toutes les dérives de l'islam. Ce sont des faits. Alors, ce que je vous demande, ce n'est pas de sortir les griffes, ni de se mettre en mode défensif, ça ne donne rien. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, le politicien, lorsqu'il agit, il agit par calcul politique. Il en tire bénéfice de cette situation au profit de plus en plus de décisions favorables à la guerre et à la vente des armes. Les médias n'interviennent pas d'une façon neutre, mais agissent en vertu d'intérêts de qui? Les intérêts de leurs propriétaires. Et comme si elles se sont données comme mission actuellement de diaboliser tout ce qui est islam, musulman et dérivé. Et également d'installer partout à travers le monde
la culture de la peur, le sentiment de la peur. Donc inutile également de s'adresser à cela, ni de se défendre à leur égard. Leur jeu est fait, leurs calculs sont là. Quant à l'opinion publique, il faut aussi le prendre dans son contexte. L'opinion publique, il est façonné par une médiatisation où les 90% des événements et de l'actualité concernent des actes de violence et de terrorisme à travers le monde entier, et le 100% de ces actes de violence et de terrorisme sont associés d'une façon directe ou indirecte à l'islam et dérivés. Donc il ne faut pas le blâmer, blâmer ce public qui est bombardé au quotidien par ce genre d'informations. Raison pourquoi, au lieu de se défendre, je pense qu'il y a une autre piste d'intervention. La piste d'intervention, c'est de s'adresser à soi et de voir dans quelle mesure en a-t-il une responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit être la solution. C'est la seule façon. C'est d'espérer à travers cette piste d'améliorer cette image aux yeux de l'opinion publique. Juste un préalable. Je voudrais que cet appel au questionnement intervienne dans une logique et dans un regard positif. Comme quoi, il est possible d'améliorer la situation, il est possible de poser des gestes qui peuvent changer le cours de l'histoire. On va voir dans quelles conditions et de quelle façon. Pour la simple raison que cette opinion publique, il ne faut pas le prendre comme étant fatalement anti-musulman. Voici l'erreur, la grande erreur que les gens font. Il n'y a pas de sentiment. La haine et l'amour n'ont pas de raison. Ils puisent plutôt dans l'émotivité. Or, l'émotivité, c'est ce qu'il y a de plus fragile chez l'être humain et c'est ce qu'il y a de plus facilement manipulable. Par conséquent, elle peut aussi bien, cette émotivité, aussi bien sensible à des aspects positifs comme à des aspects négatifs. Il est vrai que l'on ne peut rien faire, on ne peut pas égaler la force de pouvoir médiatique inégalable. Donc, inutile de suivre cette piste. Il est bien entendu, on a besoin d'analyse, on a besoin de discours intellectuels, académiques, etc. Mais sachez une chose, que le 90% de l'opinion publique ne peut être atteint par ça. Le 90% de l'opinion publique est chez soi, au bout d'une journée pénible de travail, il n'a que la télévision pour l'informer. Il n'a pas le temps de faire le discernement que nous, académiciens, lui demandons. Il ne peut pas dire qu'il y a le bon et le mauvais musulman. Il n'a pas le temps de faire ce discernement. Il n'a pas le temps de faire le discernement et de dire, ah tiens, il y a des textes qui sont beaux en islam, mais il y a des textes par contre qui ont été manipulés par d'autres gens. Non, il n'a pas ce temps. Il ne faut pas lui demander plus qu'il n'en peut. C'est la vie moderne, vous le connaissez très bien, la vie moderne, elle est faite ainsi. Les gens sont pris au piège d'une quotidienneté pénible, ils sont pris au piège de parcours immenses à faire au quotidien entre la maison et le travail. Ils sont pris au quotidien dans le piège d'une série intense d'activités et d'obligations qu'ils doivent assurer et combiner. Et que le temps de faire ce discernement, ils ne l'ont pas et on ne doit pas le chercher. Par conséquent, il reste une chose, c'est les actes au quotidien qu'un musulman peut afficher et qui pourrait faire la démonstration d'un bon musulman, ou plutôt de confirmer tout ce qui
tzdi, ça veut dire de confirmer l'image diabolique du musulman. Raison pourquoi je préfère donc m'adresser à vous. Je m'adresse à la victime car c'est à elle qu'il revient de redresser cette situation. Deuxièmement, je disais qu'il faut bâtir ce regard ou cette approche sur un regard positif. Si on démarre du fait que les gens ne nous aiment pas, alors il faut bien qu'on se croise les doigts et qu'on accepte notre sort maléfique à jamais. Mais par contre, si on croit que le changement est porteur de bénéfices, et si on croit que l'être humain n'est pas, au fond, si mauvais qu'il le laisse croire que tout simplement c'est un être humain, il est pris au piège d'une émotivité. En ce moment-là, on peut être encouragé à agir sur cette piste. Juste pour, pas l'anecdote, mais pour le témoignage. Vous avez tous été témoins. Vous avez tous été témoins de l'affaire de la citoyenne qui a refusé d'être servie par une fille voilée, une dentiste voilée. C'est ça que les médias vous ont donné comme information. Alors les médias, autant qu'ils veulent diaboliser le musulman aux yeux du reste des citoyens, autant ils veulent diaboliser aussi le citoyen d'ici aux yeux du musulman. Pour que tout simplement la terreur et la confrontation, le choc des civilisations arrivent à terme. Mais par contre, faisons le discernement. Comme on ne veut pas que l'image diabolique leur soit transmise, également, n'acceptons pas que leur diabolisation nous soit acquise. Alors juste, je reviens donc au témoignage. La fille qui est étudiante en sciences dentaires a été, tout d'abord, les gens qui ont manifesté un refus catégorique que la citoyenne soit servie par quiconque. Au moment même, c'était le recteur de l'université et tout le staff professoral et les cadres de la faculté des sciences dentaires à l'université de Montréal, qui ont manifesté un refus catégorique à ce genre d'attitude et qui ont refusé à ce que cette citoyenne soit servie. Ils ont pris la peine d'inviter la fille en question et puis de s'asseoir avec elle pour partager ensemble l'écoute de l'entrevue qu'elle a eue avec la dame en question, avec M. Dutrisac. C'est très émouvant. À un certain moment, l'une des réactions de cette dame était de dire « Non, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas s'agenouiller face à ces gens. » Vous imaginez quelle était la réaction du recteur? Sa réaction naturelle, il est allé se mettre à genoux de la fille, victime de cette discrimination. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beau comme geste, que c'est noble comme geste? Essayons tout simplement, si on veut du bien, si on veut le positif, propageons le témoignage positif. L'image positive, elle dit, mais elle vaut mille et une images, mille et une... propageons ce genre parce que ça réconforte, ça laisse l'espoir que les bons sont toujours là et qu'il faut œuvrer pour en faire davantage de bons. La même chose, la juge qui a refusé à une femme voilée de la servir, de la rencontrer, elle a été mise en quarantaine, elle a été tout simplement boudée par tous ses pairs. Est-ce que ça ne suffit pas comme geste beau, noble, et qui va nous encourager davantage à croire à la rencontre des cultures, à la rencontre des religions, à la rencontre et au dialogue des religions, sont tous à l'origine des humains. Il n'y a que des clivages artificiellement implantés. Que les machines de guerre et leurs bénéficiaires
Et leur corollaire et leur réseau ne cessent d'alimenter et d'entretenir. À base de quoi? C'est quoi le feu de la guerre? C'est la haine, c'est la peur. Donc, avons-nous une raison de contribuer dans cette machine? Non. Mais par contre, de contribuer à l'opposé, au dialogue, à ce qui apaise la sensibilité des uns et des autres, ce qui apaise la crainte des uns des autres, ce qui tout simplement réhabilite le sens humain de la rencontre. Et c'est ça, et je pense, la seule et l'unique piste pour renouer avec l'espoir, l'espoir de vivre en humain, l'espoir de voir se propager les valeurs de la paix, du bonheur, de l'amour, du partage. Relevons le défi pour dire aux gens qui veulent nous faire croire que le choc des civilisations et des religions est fatal, de part et d'autre, je parle bien de part et d'autre. Relevons ce défi et faisons en sorte que leur théorie soit annulée, que leur théorie soit démentie. Il faut, grâce à quoi? Grâce à l'acte responsable, consciencieux, qui ne peut provenir que de ceux qui veulent élever et lever ce flambeau de l'espoir et de la paix. Voici donc dans quel cadre je situe et j'inscris cet appel, cette invitation au questionnement. Donc, que peut signifier cette méfiance? Cette méfiance, elle signifie, on doit se poser la question. On ne va pas s'arrêter à la fatalité de dire, on ne nous aime pas, on ne va pas les aimer. On ne va pas également accepter que eux s'arrêtent à la fatalité de dire que le musulman est fatalement, il a la violence dans les gènes. Parce que si on doit accepter la fatalité, on doit l'accepter de tous les côtés. Si on ne l'accepte pas, si on croit au changement, si on croit à l'acte humain, à l'action noble de la paix et du dialogue et de la rencontre, il faut l'assumer, il faut la traduire en acte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, la meilleure question, c'est d'abord de poser la question, personne n'aime avec la haine, personne n'aime avec l'amour. Tout le monde est né d'une façon neutre. Et toutes ces réactions, toutes ces positions sentimentales des uns envers les autres sont des acquis qui relèvent de quoi? De toute la dynamique que le milieu social et les contextes temporels produisent. Faisons en sorte que nous soyons des acteurs dans le changement de cette production historique. L'histoire n'est pas divine, elle ne descend pas du ciel, elle est le fait humain, c'est ce que l'homme fait, et c'est ce que l'homme va récolter. Donc ça signifie, on doit poser la question pourquoi ces 90%, ces 57% ont une opinion négative des musulmans. La première, bien entendu, je ne vais pas développer davantage sur ce plan, c'est la phobie d'un excès de manifestations religieuses et une manifestation de la différence. Sachant que le Québec, dans tout son parcours historique, vient de s'affranchir d'une expérience très dramatique de la domination religieuse et de l'excès de la présence de la religion et du pouvoir religieux en société. Il se trouve que son expérience également, il a que peu d'expérience avec l'étranger, avec la culture d'ailleurs, avec l'autre. Si je combine les deux, il vient de s'affranchir d'une mauvaise expérience avec le pouvoir religieux, il vient également combiner avec le fait que ces dernières décennies, je parle des 80 à maintenant, ça veut dire nous sommes à la 3e décennie, ces trois décennies où s'est accentué le flux
de musulmans vers le Québec. Alors, d'un côté, ils viennent s'affranchir de ça, d'un autre côté, ils viennent ils viennent de croiser un nombre croissant et nombreux des gens d'ailleurs, et spécialement de musulmans. Donc, cette sensibilité à l'égard de la manifestation religieuse constitue déjà un certain irritant. Le 2, d'une façon globale, l'être humain est très sensible à la différence. Et lorsque celle-ci se manifeste d'une façon intense, quelle qu'elle soit la différence, lorsque celle-ci intervient d'une façon intense, il va la ressentir comme agressante, comme pesante sur lui. Et par conséquent, il va en développer un irritant à l'égard de celle-ci. Voici par rapport à la méfiance. Je ne justifie pas. Je vous invite tout simplement parfois, avant même de réagir émotivement, d'essayer d'inscrire la réaction ou le fait lui-même, de l'inscrire dans son cadre et puis de raisonner afin de trouver les solutions et les pistes les plus appropriées à cela. La deuxième, bien entendu. En troisième lieu, combiné à quoi? Combiné à une médiatisation, à une diabolisation médiatique qui se fait ces dernières décennies également, depuis le nouvel ordre mondial qui a été inauguré par la première guerre du Golfe. C'est là où les choses ont été ficelées. Donc le diable musulman allait remplacer la sorcière rouge, la sorcière communiste, et c'est ça la logique du pouvoir et la logique de guerre. Non, on n'y peut rien, mais l'effet est là. C'est ça de ce que cette opinion publique souffre de cela. Donc, voilà ce que cela signifie. Alors, maintenant, le pourquoi j'ai suffisamment parlé donc, de ces trois combinaisons, donc d'une société qui vient de s'affranchir de ce pouvoir, d'une expérience amère avec la religion, d'un flux intense ces dernières décennies, et puis d'une médiatisation ces 3 dernières décennies qui tend davantage à installer le climat de peur à travers le monde, et au cœur de cette peur, on diabolise le musulman. Alors, voici la situation. Est-ce qu'il n'y a que ça, que ces conditions du milieu? Non, il y a aussi nous. Maintenant, c'est la question qu'on va se poser. Et nous, dans tout cela? Se questionner sur sa responsabilité. Ça, c'est la meilleure piste. Avant de projeter le mal vers l'autre, avant de projeter l'origine ou la cause de sa détresse et de son anxiété vers l'autre, la meilleure façon, c'est plutôt de toucher du doigt sa propre responsabilité, de se poser la question et de dire, OK, en quoi je pourrais avoir une quelconque responsabilité dans la production ou dans l'installation d'une telle image négative du musulman. Moi, je sais ce qu'ont fait les politiciens, je sais ce que les médias en font, je sais ce que les guerrières en font, mais est-ce que moi, j'ai une ou non? Parce que la seule piste que j'ai pour changer les choses, c'est la mienne. Je peux me changer. J'ai le contrôle de ma démarche et du processus de mon propre changement, mais je n'ai pas celui des autres. Par contre, j'ai également le contrôle de ma propre action qui pourrait générer un effet sur l'autre. Et c'est la voie qui justifie la pertinence de poser la question. La première question, c'est la question de la responsabilité. Son corollaire ou sa suite, c'est de dire, OK, maintenant que je viens de voir quelle est ma responsabilité, quelle serait ma responsabilité dans la résolution de ce problème? Donc, quelle est ma responsabilité et que faire pour corriger le tir? C'est pour ça qu'on commence par
poser les bonnes questions, les questions pertinentes. Non pas pour demeurer à l'échelle ou au stade du questionnement, mais tout simplement parce que c'est la clé de voûte. On doit commencer par ça. On doit prendre, c'est pas poser la question, mais plutôt développer la conscience de la question. C'est de prendre conscience de la pertinence de la question. Si on arrive à développer cette conscience de la question, l'écoute, elle n'existe pas. Lorsqu'on communique entre nous, chacun a déjà une modélisation qui lui permet tout simplement, qui sature son esprit. Et lorsqu'il questionne, non pas pour le savoir, ni pour découvrir, ni pour répondre à une énigme, mais plutôt tout simplement pour vérifier ou piéger l'autre afin de le placer dans le schéma modélique qu'il a déjà en tête. Par conséquent, l'art de se questionner, l'art de poser la question, l'art du questionnement, c'est la clé de voûte. Pour toute la recherche scientifique, le bled à travers le Facebook m'envoie, Monsieur Ben Youssef, voilà, j'ai choisi de travailler sur tel thème, qu'est-ce que vous en dites, pouvez-vous m'orienter? Alors, à partir de là, j'ai rédigé tout simplement sur mon site un texte sur le questionnement qui est la clé de voûte de toute recherche scientifique, de toute connaissance. La base de la connaissance, c'est la question. Alors, je l'ai rédigé, puis depuis, j'envoie tout simplement le lien à l'article. Et je dis, et je redis toujours ce que je disais à mes étudiants avant, que le titre, c'est vraiment le dernier élément auquel on doit penser, car il vient d'une façon spontanée et directe à partir du moment où la question est clairement posée. Donc là, c'est les bonnes questions. Et mon invitation, c'est d'en prendre conscience pour la simple raison que la question mène à la recherche d'une solution. Et la recherche d'une solution mène, s'il y a conscience de l'acte et la motivation d'aller de l'avant, mène à un vrai changement. Donc, la question, je voudrais tout simplement dire, si on peut résumer la question pertinente, pourquoi notre image est-elle si négative aux yeux des autres? Première, je viens d'engager d'une façon subtile, parce que moi, je préfère que ce questionnement, que cette invitation interpelle tout le monde et que le débat et ce questionnement se fasse d'une façon collective, comme un exercice conjoint, afin d'en prendre conscience. Mais j'ai essayé d'engager juste pour la beauté de la discussion, j'ai engagé quelques pistes pour expliquer le pourquoi cette image est si négative aux yeux des autres. La deuxième question pertinente, c'est de savoir que pouvons-nous faire afin de redorer, j'aime pas trop ce mot, redorer l'image, je vais l'accepter sur un volet, redorer, نشبحوا هذا مكان نزوق نروح نكذب ونفستي ونبين روحي مزوق وانا مخروب لداخل. Voici ce qu'on appelle redorer, ça veut dire tout simplement décorer artificiellement une apparence et la présenter à la consommation, qui ne fait aucunement la démonstration que l'intérieur est aussi clair et limpide que ce que cette apparence veut démontrer. Ça, c'est redorer. C'est comme si quelqu'un pince la devanture de sa maison alors que celle-ci est complètement pourrie à l'intérieur. Mais je vais l'accepter quand même. Ça peut servir sur un plan que l'on se présente en médias pour dire des belles choses sur nous. Ça peut toujours être une façon d'arrêter l'hémorragie et puis d'apaiser la crainte et la phobie. Mais moi, ce que je cherche à travers le questionnement, la question clé, c'est comment
améliorer notre situation. Parce que si on dégage une image négative, oui, il est vrai que les facteurs extérieurs en prennent une certaine responsabilité, mais il y a beaucoup de responsabilités qui relèvent de nous. C'est tout simplement parce que nous sommes dans une situation de précarité, je ne dirais pas matérielle, je ne parle pas de ça, de précarité morale, de précarité sociale, de précarité culturelle et mentale. C'est là-dedans que les mauvaises choses se passent et se déroulent. Pour se traduire, bien entendu, en comportement au quotidien qui, lui, dégage que de l'énergie négative. C'est pour cela que mon interpellation, elle vise un questionnement sur l'amélioration de notre situation mise à part et en entière indépendance et autonomie par rapport à ce qui se passe, juste pour nous sentir bien, pour nous développer, pour installer la prospérité et le bonheur et le bien-être au sein de nous. Et si on arrive à installer ces valeurs, si on arrive à atteindre ce niveau de sérénité, il est certain que notre comportement ne va dégager que du positif. Et c'est exactement ça qui pourrait, et rien que ça, qui pourrait avoir de l'influence sur l'opinion publique. Et c'est la seule piste, la seule qui nous reste. C'est pour cela, l'heure est grave, soyons sérieux. C'est l'heure des vraies questions, de la conscience de la question, et surtout, il faut garder ça en perspective, en vue d'une conscience de changement, en vue de changement. Et ce changement dans le bien-être de la communauté, et à partir de là, les choses, je pense, iront bien d'abord pour nous, pour qu'elles puissent générer, escompter la positivité voulue auprès de l'opinion publique. Normalement, je termine là parce que mon invitation, c'est pour le questionnement. Le questionnement en soi peut devenir un débat. Et c'est un exercice auquel on est interpellés tous, individus, groupes, associations, institutions, cadres. Un questionnement en vue d'un changement positif. Mais de ce questionnement, on va commencer d'abord par questionner. Donc, je vais juste lister un certain nombre de thèmes clés qui peuvent faire l'objet de ces interrogations futures. La question de la modernité est très importante. Il est temps de rompre avec une reproduction, non pas des textes, les textes, ils sont là, on doit les reproduire. Il est temps de rompre avec la reproduction du regard figé au texte référentiel de la culture. Les textes référentiels de chacune des cultures, des registres culturels, ceux-ci ne changent pas, ils sont là. Ce qui permet à l'homme d'en tirer bénéfice et puis d'exister avec son identité, avec sa culture, dans des espaces qui changent, dans des situations spatiales changeantes et dans des temps changeants, ce n'est pas le texte qui change, mais c'est le regard au texte qui permet à l'homme de véhiculer sa culture, de la dynamiser en fonction des contextes, et puis d'en tirer de nouvelles solutions pour régler de nouveaux problèmes. Cet exercice, je ne sais pas pour quelle raison, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à rompre, à faire la rupture épistémologique avec, je ne dis pas avec les textes, mais avec le regard. Pourquoi sommes-nous
tenu de regarder au texte et aux choses de la même façon qu'il y a 10 siècles et dans des contextes géographiques entièrement différents de ceux où les musulmans de partout dans le monde vivent. Donc, il y a une diversité de contextes géographiques, il y a une diversité de contextes temporels. Comment se fait-il que ce monde n'arrive pas à changer son regard aux choses? Donc, il y a la question, c'est ça la question de la modernité, tout simplement de renouveler le regard à sa culture, afin d'en tirer de nouvelles solutions, car pour de nouveaux problèmes, de nouveaux enjeux. Et là, c'est tout un thème, c'est tout un plan d'action d'où découlent des questions secondaires et détaillées qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça peut toucher nos discours religieux dans les mosquées, ça peut toucher nos modèles, ça peut aller jusqu'au modèle d'aménagement des mosquées, des associations, ça peut aller jusqu'aux façons de composer les conseils d'administration des associations, des mosquées, etc. Il y a mille et une questions. Nous sommes dans une société d'égalité d'hommes et des femmes. Qui a dit un jour que les femmes doivent être derrière les hommes, même si elles ne doivent pas prier ensemble? Mais qui a dit qu'il faut que les uns soient devant et les autres derrière? Pourquoi jamais quelqu'un n'a imaginé un aménagement spatial latéral, tout simplement? Il y a un côté droit, un côté gauche, mais symboliquement, ils sont sur le même niveau d'égalité. Comment voulez-vous que l'on se fasse respecter lorsque des journalistes, lorsque des politiciens ne cessent de venir dans nos mosquées et puis observent ce genre de... C'est choquant parce que tout simplement, nous sommes élevés dans ce genre. Nous sommes élevés dans ce genre de maladresse historique. La maladresse historique, c'est lorsque l'homme s'entête et continue à perpétuer un regard de d'une quelconque personne ou d'une quelconque collectivité. Pourquoi ne pas se questionner, toujours en restant fidèle à sa culture, à ses principes, à ses valeurs? Il faut se poser ces questions. Lorsqu'on prend, par exemple, au niveau de la représentativité de tous les conseils, au niveau de l'encadrement, au niveau des espaces de socialisation de la communauté, sommes-nous en train de refléter d'une façon fidèle la représentation démographique de la communauté? Non. La communauté est composée d'un 50 hommes, d'un 50 hommes, d'un presque de 50 hommes, c'est un peu plus de 50 hommes, légèrement moins de 50 femmes. Il y a une proportion supérieure à 40% de jeunes de moins de 25 ans. Sommes-nous en train de reproduire cette représentation au sein de nos conseils? Parce que ces conseils, s'ils doivent décider et gérer des organismes et des espaces de socialisation qui ont pour rôle d'éduquer, de développer la communauté, ils doivent être ouverts et associer les avis et les avis de toutes ces catégories sociales pour, avec cette pluralité, ressortir avec une décision plus appropriée qui peut répondre à l'ensemble des besoins. Je ne vais pas détailler davantage, donc voyez un petit peu le genre. Il y a la question de l'identité, on vient d'en dire un mot, qui je suis, mais si je me définis qui je suis, par conséquent, je saurais définir qui est l'autre. Avons-nous tous une idée claire de ce qui est l'autre? Ça se développe culturellement, et cette image ou cette image que nous avons de l'autre, c'est elle qui est à la base de l'établissement du lien, de la relation que nous adoptons avec l'autre. Donc, essayons de la poser, cette question très importante. La question de la citoyenneté, elle est très importante. Le jour où on est venu, où on a prêté serment pour avoir la citoyenneté, avons-nous la conscience
de ce que cet acte, ce geste signifie l'engagement. Avons-nous gardé quelque chose de notre religion et de notre culture, de ce qui est l'engagement, l'ad, ou bilad? Avons-nous quelque chose? Non, c'est très important, Allah est en train de... Voici, je dirais, les sources de ce qui produit en nous, fait de nous, une communauté qui, à cause de ses maladresses, récolte cette opinion. Et je reviens juste également à la question d'un certain nombre de problématiques qui sont restées en suspens, qui ne sont pas encore réglées. La question de la femme, la question de la famille, la question des enfants, la question du modèle éducatif. Avons-nous pensé réellement dans les écoles privées, musulmanes et communautaires, avons-nous pensé à un modèle qui répond à la demande et aux attentes des enfants qui sont nés ici? Nos enfants ne sont pas comme nous, Ijma'a. Nos enfants, ils sont élevés ici, ils réagissent, ils pensent, ils réfléchissent avec la raison québécoise. Avons-nous préparé un modèle éducatif qui répond à cette raison? Ils ne raisonnent pas de la même façon que nous. Pouvons-nous donc, la question de la conciliation entre citoyenneté et identité, pouvons-nous concilier entre l'engagement citoyen avec tout ce que cela comporte comme acte, etc., et notre propre identité? Ce sont toutes des questions qui nous interpellent. C'est un exercice au quotidien qu'il va falloir entamer d'une façon urgente, individus et groupes et collectivités. Ça prend bien entendu un certain nombre de conditions pour que cela fonctionne. Ça prend du leadership. Il faut que ce questionnement, ces débats, ces exercices soient guidés par un leadership qui soit sous forme de groupe, sous forme d'association. Moi, je plaide pour, si vous voulez, s'il y a des gens qui sont intéressés, d'initier l'Observatoire du changement, qui peut tout simplement guider et exercer un leadership au niveau de la réflexion, au niveau de la préparation de thèmes et d'inviter les gens à des forums et à des débats. Moi, je suis partant pour cet observatoire. Et ça prend également de l'innovation. Celui qui n'est pas pour l'innovation, il ne pourra suivre ce processus qui est très exigeant. Il exige vraiment de relever ce défi envers soi-même. Ça veut dire envers soi-même, d'abord, de rompre épistémologiquement avec un certain nombre de concepts préalables. Merci de votre attention. Salam alaikum.